Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une source assez provocatrice. Un article de recherche avec un titre qui m'a tout de suite interpellé. La schizophrénie temporelle de la civilisation technoscientiste. Franchement, en le lisant, je me suis dit, soit c'est une idée de génie, soit c'est du grand n'importe quoi. Le diagnostic est radical. Notre société serait schizophrène dans son rapport au temps. L'idée, c'est qu'il y a une contradiction énorme. D'un côté, notre science tendrait à figer le temps, à le voir comme un film déjà écrit, et de l'autre, dans nos vies, dans nos boulots, partout, on passe notre temps à l'accélérer, à le brûler. On va voir ensemble si ce diagnostic, il tient la route. C'est une excellente porte d'entrée, parce que l'enjeu est fondamental en fait. L'article le rappelle bien en citant Pletin. Le temps, ce n'est pas juste le tic-tac d'une horloge, c'est le lieu même où l'intelligence se déploie, où la maturation se fait. Et la grande thèse de l'article, c'est que notre civilisation a trahi cette nature du temps. Elle en a fait un ennemi à maîtriser ou une ressource à optimiser. Et ça produirait ce qu'Einstein appelait, avec une ironie assez terrible, une bêtise humaine infinie. Pas un langue de cuit, plutôt une forme d'arrogance d'une intelligence qui a perdu sa boussole. D'accord, alors plongeons là-dedans. Schizophrénie temporelle. Commençons par le premier symptôme que décrit l'article. Cette idée de figer le temps, de le geler sur un plan théorique. Le texte s'appuie sur une vieille idée, le déterminisme de la place. Oui, c'est l'idée du 19e siècle. Laplace imaginait un super intellect, un démon, disait-il. Si ce démon connaissait la position de chaque atome à un instant T, il pourrait connaître tout le futur et tout le passé. L'analogie de l'article est très forte. Le futur serait comme un film déjà tourné, enroulé dans sa bobine. Le temps ne ferait que le dérouler. Donc aucune surprise, aucune nouveauté possible. Le temps devient une illusion, une simple coordonnée. Et ce qui est fou, c'est qu'on pourrait penser que c'est une vision hyper angoissante, ça. Savoir que tout est déjà écrit. Mais l'article dit le contraire. Il qualifie ça de servitude volontaire épistémique. Comme si on choisissait de croire à ce futur déjà écrit. Pourquoi on ferait une chose pareille ? Pour le confort. C'est une idée profondément rassurante en fait. Si le futur est déjà écrit, alors il n'y a plus d'incertitude. Et l'incertitude, ça fait peur. C'est la responsabilité, le risque de se tromper, la conscience de notre finitude. Croire que tout est calculable, c'est une façon d'évacuer cette angoisse. C'est un fantasme de contrôle total. On préfère se voir comme le spectateur d'un film, même si on n'a pas écrit le scénario, plutôt que d'être un acteur qui doit improviser. Attendez, mais l'article accuse la science d'être déterministe. Mais si je ne me trompe pas, c'est la science elle-même qui a démoli cette vision, non ? Avec la physique quantique, par exemple. C'est pas un peu contradictoire ? Vous mettez le doigt sur un point crucial. Et c'est là que ça devient fascinant. L'auteur s'appuie beaucoup sur le travail d'Ilya Prigogine, un prix Nobel de chimie. Prigogine a montré que le temps n'est pas du tout une illusion. Il est irréversible et surtout il est créateur. Pour faire simple, imaginez une rivière. La plupart du temps, son chemin est stable. Mais soudain, une crue arrive. La rivière peut alors soit creuser son lit, soit déborder et créer un tout nouveau chemin. C'est ce que Prigogine appelle une bifurcation. Une bifurcation ? Oui, le futur n'était pas écrit. Un événement a créé plusieurs possibilités. C'est l'inverse du film des gens roulés, quoi. La science du XXe siècle a réintroduit l'événement, la surprise. Le paradoxe, c'est que notre culture technologique, elle, est restée mentalement bloquée sur ce fantasme de contrôle total. D'accord, donc côté idée, on s'accroche à un fantasme de temps figé pour se rassurer. Mais ce qui est dingue, c'est que dans la vie de tous les jours, on fait tout l'inverse. On a l'impression de courir en permanence. C'est le deuxième symptôme, cette combustion pratique du temps. Comment l'article explique ce grand écart ? C'est le cœur de la schizophrénie. Alors qu'on pense le temps prévisible, on agit comme s'il fallait le fuir. Cette accélération, l'article la voit partout. Et on la vit tous d'ailleurs. C'est la pression de répondre à un mail dans la minute, le cycle des smartphones qui se renouvellent tous les ans, la culture de la disruption. Si on n'innove pas en permanence, on est mort. C'est une course sans fin. Exactement. Et la cause profonde, selon l'article, c'est une sorte de terreur ontologique. C'est un peu savant, mais ça veut dire qu'on a une peur bleue du vrai temps. Celui de Prigogine, le temps qui demande de la patience, de la maturation, qui accepte les détours. Notre civilisation, dit le texte, refuse cette condition. Il parle même de lâcheté civilisationnelle. On préfère l'ivresse de la vitesse plutôt que d'habiter ce temps long, incertain, où l'on est face à notre propre finitude.
Et les conséquences, on les voit bien. L'article prend l'exemple de l'écologie. On cherche des solutions technologiques miracles pour régler le climat en vitesse, alors que le problème vient justement d'un système qui refuse de prendre en compte les temps longs de la nature. On applique un remède qui contient le même poison que la maladie. C'est une intelligence qui court très vite, mais qui a perdu le sens de l'orientation, parce qu'elle a détruit sa propre boussole, un rapport sain au temps. Le diagnostic est sévère, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, face à ça, comment on s'en sort? On doit jeter nos smartphones? Que propose l'article? Il parle de temps dialectique. Non, l'idée n'est pas du tout un retour en arrière, c'est une révolution cognitive. Il faut réapprendre à penser le temps. Ce temps dialectique, c'est l'idée que le temps n'est pas une dégradation, c'est le processus nécessaire par lequel la vie se déploie, se diversifie. Pour rendre ça concret, l'article utilise une métaphore biologique que je trouve lumineuse, celle de l'ADN et de l'ARN. Ça m'a beaucoup parlé. L'ADN, c'est la mémoire, la stabilité. Il fixe un cadre, des potentialités. C'est la part de déterminé dans le vivant. Mais l'ADN, tout seul, ne fait rien. Il faut l'ARN pour venir le lire, le transcrire, l'adapter à l'environnement. L'ARN, c'est l'agent du temps. Il déplie ce qui est enroulé dans l'ADN, il le module. Donc si je suis la métaphore, l'ARN ne disrupte pas l'ADN. Il ne le casse pas pour le remplacer. Il dialogue avec lui. Précisément. Et le point essentiel, c'est que ce dialogue se fait avec ce que l'article nomme la langueur du temps. Les ajustements, les régulations, ça prend du temps. La vie sculpte ses formes dans la durée. Et c'est là qu'on touche à une distinction fondamentale. Le vivant est déterminé, il y a des règles, un cadre, mais il n'est pas déterministe. Le futur n'est pas préinscrit. De nouvelles formes peuvent émerger de ce dialogue patient. Le temps n'est plus un ennemi, il est le partenaire de la création. D'accord, je crois que je saisis. Et si on boucle avec le début, avec cette fameuse citation d'Einstein? Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'en suis pas sûr. C'est donc ça la bêtise infinie selon l'article. Cette déconnexion de notre intelligence avec le temps réel. C'est exactement l'interprétation proposée. Cette bêtise, ce n'est pas un manque d'intelligence de calcul. Au contraire, c'est l'arrogance d'une intelligence techniquement surpuissante, hypertrophiée, mais qui est ontologiquement atrophiée. En clair, on a des cerveaux surpuissants pour la technique, mais qui ont perdu le contact avec ce que ça signifie d'exister dans le temps. Le texte donne un exemple qui fait mouche, la physique quantique. Comment ça? Physique quantique nous parle d'incertitude fondamentale, de complémentarité, d'intrication où tout est lié. Ce sont des leçons d'humilité vertigineuses. Et pourtant, on utilise cette science pour nourrir le vieux fantasme de contrôle total du monde. On célèbre la technologie quantique tout en refoulant sa sagesse. C'est ça la bêtise infinie. Une puissance immense mais dénuée de sens. Mon cerveau est en train de faire des nœuds. Mais je crois que je commence à voir le tableau d'ensemble. Le diagnostic est posé. Alors, les solutions. L'article parle d'une révolution cognitive. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça se décline en plusieurs pistes. La première, c'est de réhabiliter ce qu'il appelle la patience ontologique. C'est simplement accepter que la vraie compréhension demande du temps. Ça ne se hack pas. L'article cite Pascal pour ça. Je tiens pour impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. Ce qui oblige à faire des allers-retours constants, une sorte de boucle qui s'approfondit. Une récursion, oui. Et une récursion, par définition, ça prend du temps. On ne peut pas l'accélérer sans la détruire. La connaissance authentique, c'est un mûrissement, pas un flash. Il s'agit de retrouver le goût de ce temps long. D'accord. Deuxième piste, développer une science qui dialogue avec la nature, au lieu de la dominer. C'est un changement de posture radical. La technique ne serait plus un outil pour forcer le réel, mais deviendrait un jardinage attentif. Un bon jardinier n'impose pas sa volonté à la nature. Il observe, il compose avec elle, il comprend les rythmes. Il agit avec le temps des saisons, il ne lutte pas contre lui. C'est une métaphore très forte pour repenser l'innovation. C'est une très belle image. Mais concrètement, comment une entreprise de la tech, obsédée par la croissance, peut adopter la posture du jardinier? Ce n'est pas complètement utopique? L'article ne dit pas que c'est facile, mais il soutient que c'est la seule voie viable à long terme. Ça pourrait se traduire par des approches comme le biomimétisme
ou par la conception de technologies low-tech, durables, réparables, qui s'inscrivent dans les cycles de la matière plutôt que de les épuiser. C'est moins spectaculaire que la disruption, c'est sûr, mais potentiellement beaucoup plus intelligent. Et la dernière piste est d'ordre éthique. L'article mentionne un acronyme un peu barbare, ODEA. Oui, ODA, pour exigence ontologique dans l'incertitude. Derrière le jargon, l'idée est assez simple. Reconnaître que le monde est complexe et incertain, ça ne doit pas être un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. Au contraire, c'est parce qu'on ne peut pas tout prévoir que notre responsabilité est immense. Ça nous oblige à agir avec une prudence, une humilité accrue, à penser aux conséquences lointaines. C'est l'éthique de celui qui sait qu'il ne sait pas tout. Si je tente de résumer tout ça, on aurait donc cette civilisation schizophrène qui, d'un côté, se rassure avec l'idée d'un futur déjà écrit, et de l'autre, court comme une folle pour fuir le temps réel par peur de l'imprévisible. Le résultat, c'est une intelligence brillante mais complètement déconnectée du sens. Cette fameuse bêtise infinie. C'est une excellente synthèse. Et il faut vraiment insister là-dessus. L'alternative, ce n'est pas un refus de la science. Ce n'est pas un retour à la bougie. C'est un appel à réinscrire notre intelligence dans une temporalité plus juste, plus complexe. La conclusion de l'article est très belle à ce sujet. Elle dit que l'intelligence humaine retrouvera sa dignité quand elle acceptera d'habiter le temps plutôt que de le fuir. Le temps n'est pas un obstacle, c'est le lieu même où l'humain devient humain. L'auteur fait un joli jeu de mots, l'humain vient de l'humus, de la terre, et ça demande de l'humilité. Une pensée très forte pour conclure, en effet. Et ça nous laisse avec une question à méditer. L'article nous pousse à nous demander si la plus grande aventure aujourd'hui n'est pas la course vers la prochaine innovation, mais plutôt la redécouverte individuelle et collective de la patience. La simple et si difficile patience d'être au monde.